Mon message à la Russie et à M. Poutine est donc le suivant. Nous vous voyons. Nous savons ce que vous faites. Et si le navire Yantar se dirige vers le sud cette semaine, nous sommes prêts. Le plan océanique grandiose de Vladimir Poutine a été complètement chamboulé en mer du Nord. Les chasseurs britanniques se préparent actuellement à transformer un navire de guerre russe en sous-marin. Ce n'est pas un titre exagéré. C'est le dernier avertissement envoyé de Londres à Moscou. Car le Kremlin ne se bat pas seulement en Ukraine en ce moment. Il mène une guerre grise à grande échelle qui s'étend du Pacifique à l'océan Arctique. Des détroits danois jusqu'au cœur de l'Angleterre. Des exercices militaires menaçant le Japon dans le Pacifique. De nouvelles bases armées sur les calottes glaciaires de l'Arctique. Et la tristement célèbre flotte fantôme traversant les détroits danois, au mépris du droit international, susceptible de se transformer à tout moment en catastrophe environnementale ou en opération d'espionnage. Même le terme de guerre froide ne semble pas suffisant pour décrire les événements de cette semaine. Vladimir Poutine a cessé de tester la patience de l'OTAN. Il essaye désormais de frapper directement les centres névralgiques de l'Alliance. Et cette semaine, le coup le plus dangereux de ce plan global a été exécuté au large des côtes anglaises. Le navire de recherche océanique de Poutine, qui est en réalité un vaisseau fantôme conçu pour couper les câbles sous-marins et aveugler les systèmes de communication de l'OTAN, a franchi la ligne rouge. Les rapports révélés par le ministre britannique de la Défense, John Healey, sont effrayants. Le Yantar ne se contentait pas de surveiller les câbles. Il a ciblé les pilotes de la Royal Air Force qui le surveillaient avec des armes laser militaires, dans le but d'abattre l'avion ou d'aveugler définitivement les pilotes. Cet acte va bien au-delà des violations de la flotte fantôme au Danemark. C'est un projectile virtuel, tiré dans l'espace aérien de l'OTAN. La réponse de Londres n'est plus une politesse diplomatique. Ce n'est pas une note diplomatique, mais une menace de guerre ouverte. Le ministre britannique de la Défense, John Healey, a parlé dans le seul langage que Poutine comprenne. Ainsi, mon message à la Russie et à M. Poutine est le suivant. Nous vous voyons. Nous savons ce que vous faites. Et si le navire Yantar se dirige vers le sud cette semaine, nous sommes prêts. Cette phrase, nous sommes prêts, marque la fin des termes diplomatiques et le changement des règles d'engagement. La presse britannique a tout résumé en un seul titre. La Royal Navy se prépare à transformer le Yantar en sous-marin, c'est-à-dire à le couler. Car le jeu de Poutine ne se joue plus seulement en mer. Sabotage des chemins de fer polonais, drones pénétrant l'espace aérien roumain, et maintenant une attaque laser contre un avion Page 8 britannique. Le Kremlin joue à une dangereuse roulette russe avec l'article 5 de l'OTAN. Mais de l'autre côté de la médaille, c'est une histoire complètement différente et profondément pathétique. D'un côté, le masque d'une superpuissance tirant au laser au large de l'Angleterre. De l'autre, la fierté de la même force navale, les sous-marins que Poutine appelle des tueurs silencieux, subissent la plus grande humiliation de notre histoire en mer Baltique. Cette superpuissance tirant au laser au large de l'Angleterre dérive comme une épave rouillée dans les eaux glacées de la Baltique. Aujourd'hui sur PPR Global, nous allons explorer comment la stratégie globale de Poutine s'est échouée dans les eaux froides de la Baltique et découvrir cette parade de l'infamie, la sombre vérité derrière ces lasers. Dans la mer Baltique, le monde assiste à un drame inédit dans la guerre moderne. Les corvettes de classe Visby de la marine suédoise sont invisibles comme des fantômes sur le radar et fendent la surface de l'eau telles des dagues furtives grâce à leur conception angulaire. Et dans le ciel, elles sont escortées par les aigles chasseurs de l'armée de l'air suédoise, les chasseurs Gripen. Leur cible est ce qui fut autrefois l'une des plus grandes fiertés de la marine russe. Un sous-marin de classe Varshavianka Project 636.3 ou classe Kilo en terminologie OTAN. Mais ce n'est pas un jeu silencieux du chat et de la souris dans les profondeurs, où les pings du sonar créent une tension comme dans les films. Il n'y a aucune tension dans cette scène, seulement une humiliation écrasante. Ce n'est pas une démonstration de force russe. Au sens littéral du terme, c'est une parade de la honte, car la proie poursuivie n'est pas un fantôme glissant silencieusement dans les profondeurs. C'est une carcasse métallique énorme, rouillée, fatiguée et vaincue. Il se débat impuissant alors qu'il est remorqué, crachant des panaches de fumée âcre de diesel à la surface de l'eau. Ce n'est pas une chasse, c'est une autopsie vivante. Aujourd'hui, sous nos yeux, les secrets les plus intimes de l'une des structures militaires les plus fermées et paranoïaques de l'histoire sont déchiffrés. Le chirurgien de cette opération est la Suède, le membre le plus récent, le plus ambitieux et peut-être historiquement le plus hostile de l'OTAN envers la Russie. Lorsque le sous-marin russe est arrivé au Kattegat le 16 octobre, les forces suédoises ont pris le relais. Cependant, l'intervention suédoise a pris un caractère très différent des opérations de surveillance précédentes des Alliés. Était une démonstration de force écrasante et disproportionnée. Du côté de la mer, les corvettes de classe Visby, célèbres pour leur furtivité radar et leur coque en matériaux composites, ont formé un cordon autour du sous-marin. Ces navires ne sont pas seulement équipés de canons Bofors de 57 mm et de missiles antinavires RBS-15, mais aussi des torpilles légères Torped 47 les plus modernes, fabriquées par Saab. La moindre fausse manœuvre pourrait avoir des conséquences fatales pour le sous-marin. Simultanément, le ciel était entièrement couvert par les chasseurs JAS-39 Gripen de l'armée de l'air suédoise. Avec leurs radars PS-05, A-Mark IV et leurs missiles Météor, les Gripen étaient là pour dissuader non seulement le sous-marin, mais aussi toute composante russe qui oserait venir à son secours. Bien que l'armée suédoise ait décrit l'opération comme une mission de routine, l'arrogance et la confiance sous-jacente à cette déclaration ont provoqué un effet glaçant à Moscou.
Cette routine est la nouvelle normalité dans la Baltique. Et dans cette nouvelle normalité, la Suède est le chasseur, et la Russie est la proie. Ces moments ne sont pas seulement l'histoire d'un sous-marin russe en panne. C'est le moment où le mythe de la flotte invincible de Poutine, méticuleusement construit au cours des 25 dernières années, s'est effondré dans les eaux glacées de la Baltique. L'ironie derrière cette scène est aussi cinglante qu'une tragédie shakespearienne. Pendant des années, la Baltique a été le terrain de jeu stratégique de la Russie. Depuis les années de la guerre froide, les sous-marins russes ont toujours été la terreur de l'Ouest. Grâce à sa base navale historique à Saint-Pétersbourg et à l'enclave fortement armée de Kaliningrad, coincée entre la Pologne et la Lituanie, Moscou était capable de projeter une puissance considérable dans ses mers. Ces sous-marins russes, sujets des romans de Tom Clancy, attendant silencieusement au fond de l'océan avec leurs missiles nucléaires, étaient autrefois le pire cauchemar des amiraux occidentaux. Leur puissance venait de leur indétectabilité. Leur existence même était la plus grande menace. La présence d'une Finlande et d'une Suède neutre donnait à la Russie une liberté de manœuvre considérable. Aujourd'hui, cependant, dans la nouvelle et dure réalité du XXIe siècle, ce cauchemar s'est transformé en comédie. Mais la décision de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine à grande échelle, le 24 février 2022, a créé un effet domino qui a changé cette équation fondamentalement et pour toujours. C'est le plus grand but contre son camp stratégique de Poutine au XXIe siècle. La guerre qu'il a lancée pour éloigner l'OTAN de ses frontières a produit l'effet inverse. Cela a porté l'OTAN à son point le plus vaste et le plus puissant de son histoire. Avec la Finlande puis la Suède, pays qui ont abandonné des siècles de neutralité militaire pour rejoindre l'OTAN, la carte géopolitique de la mer Baltique a été redessinée du jour au lendemain. Un simple coup d'œil à la carte révèle cette douloureuse vérité crûment. Pologne, Allemagne, Danemark, Lituanie, Lettonie, Estonie, Finlande, et maintenant la Suède. Les ports russes de Saint-Pétersbourg et Kaliningrad sont désormais complètement encerclés par les pays de l'OTAN, comme dans un étau. Les détroits danois, le Grand Belt, le Petit Belt et Øresund, seule issue pour la flotte russe de la Baltique vers l'Atlantique, sont désormais contrôlés comme une voie navigable intérieure de l'OTAN. Cette nouvelle réalité stratégique s'est transformée en un piège qui étrangle la Russie dans sa propre arrière-cour, réduisant à néant leur espace de manœuvre. L'effet de ce piège a commencé à se faire sentir fin septembre. Les tactiques de guerre hybride russes impliquant le lancement de drones depuis des navires civils près des capitales de pays comme le Danemark et la Suède ont porté les tensions dans la région à leur paroxysme. Ces provocations ont déclenché de graves alertes de sécurité dans les capitales scandinaves, mais elles ont aussi démontré le niveau de préparation et de détermination de l'OTAN à contrer ces nouvelles menaces. La traque du Novorossiysk dans cette atmosphère tendue est devenue la première et la plus grande prise de ce nouveau piège géopolitique. Autrefois, un sous-marin russe défaillant aurait pu retourner discrètement à sa base sans provoquer une crise majeure. Mais plus maintenant. Chaque mouvement est désormais surveillé par les réseaux intégrés de capteurs et de radars de l'OTAN qui, étendent de LOL, île de Gotland aux côtes estoniennes. Chacune de leurs étapes est suivie par la Suède, le nouveau chasseur de Russie plein d'assurance. Les ports de Saint-Pétersbourg et Kaliningrad ne sont plus des centres de projection de puissance. Ils sont devenus des cibles isolées que l'OTAN peut bloquer à tout moment. Alors pourquoi la Suède traque-t-elle le sous-marin russe avec une force aussi disproportionnée ? La poursuite du Novorossiysk par la Suède dans la Baltique comme une bête de proie ne reflète pas seulement les tensions géopolitiques actuelles, mais aussi le chapitre le plus récent et le plus ironique d'une hostilité historique séculaire, écrite dans le sang et l'acier. Cette lutte sans merci entre la Russie et la Suède repose sur le contrôle de la mer Baltique ou Dominium Maris Baltici. Et cette lutte remonte à la naissance de la Russie moderne. Au début du XVIIIe siècle, Pierre le Grand, ou Piotr Ier, cherchant une fenêtre pour ouvrir la Russie à l'Occident, s'est retrouvé confronté à l'Empire suédois, la superpuissance de l'époque. La Grande Guerre du Nord, qui dura 21 ans, changea à jamais le destin de ces deux puissances. Avec des victoires à Poltava et en mer à la fin de la guerre, Pierre brisa l'hégémonie suédoise sur la Baltique et fonda l'actuelle ville de Saint-Pétersbourg sur le delta de la Neva, une terre qui appartenait autrefois à la Suède. Ainsi, le cœur de la flotte russe de la Baltique, leur capitale historique et leur fenêtre sur l'Ouest, est construit sur la défaite suédoise. Cette vérité historique a laissé une marque profonde et indélébile dans la mémoire collective des deux nations. Tout amiral russe partant de Saint-Pétersbourg est conscient qu'il navigue sur des eaux qui appartenaient autrefois à son plus grand ennemi. Et chaque officier suédois, regardant vers l'Est, voit cette immense cité russe construite sur son empire et sa patrie perdue. Pendant la guerre froide, cette rivalité a persisté de manière plus silencieuse mais plus insidieuse. Bien que la Suède soit officiellement neutre, elle est restée vigilante face à l'expansionnisme soviétique dans la Baltique. Événement le plus emblématique de cette période est sans doute l'incident du Whiskey on the Rocks en 1981. Le S-363, un sous-marin soviétique de classe Whiskey censé transporter des armes nucléaires, s'est échoué près de Karlskrona, l'une des bases navales les plus importantes de Suède. Cet incident a montré au monde le peu de cas que l'Union soviétique faisait de la neutralité suédoise, et comment elle considérait ses mers comme son terrain de jeu exclusif. À l'époque, la Suède était largement impuissante face à de telles provocations, hormis les protestations diplomatiques et des mesures militaires limitées. Post-guerre froide, et surtout avec la montée en puissance de Poutine, cette audace n'a fait que croître.
Les rapports de sous-marins russes aperçus dans l'archipel de Stockholm ont déclenché des semaines de chasse aux sous-marins frénétiques dans les eaux. Tous ces événements montrent à quel point la Suède était vulnérable seule face à la machine militaire russe colossale. Stockholm se sentait humilié et menacé. Cependant, le contexte a radicalement changé du jour au lendemain avec la décision de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine. Sa plus grande erreur stratégique du XXIe siècle. En lançant cette guerre pour affaiblir l'OTAN et l'aile, éloignée de ses frontières, Poutine a obtenu l'effet inverse. Il a conduit l'alliance à son point le plus fort et le plus uni de son histoire. Ce séisme stratégique a provoqué les plus grandes ondes de choc en Scandinavie. La Finlande et la Suède, abandonnant des siècles de neutralité militaire, ont rejoint l'OTAN. Cette décision a modifié la carte géopolitique de la mer Baltique pour toujours. La Suède n'est plus seule. Toute provocation russe dans la Baltique équivaut désormais à un défi lancé non seulement à la Suède, mais à toutes les capitales de l'OTAN, de Washington à Londres, de Paris à Varsovie. Cette traque impuissante du Novorossiysk est le premier fruit, le plus tangible, de cette nouvelle réalité. Les fantômes russes qui rôdaient impunément hier dans les eaux suédoises sont aujourd'hui pourchassés comme des proies dans ces mêmes eaux par des chasseurs suédois équipés des technologies de pointe de l'OTAN. C'est la déclaration la plus concrète, la plus douloureuse et la plus honteuse sur le prix du changement des équilibres des pouvoirs, de la justice historique et de l'erreur stratégique. Comme nous l'avons mentionné précédemment, la Suède n'est pas seule. Bien que le dernier acte de ce drame honteux se joue en mer Baltique, sous la main de fer suédoise, l'histoire a commencé des semaines auparavant, à des milliers de kilomètres à l'ouest, dans les eaux stratégiques de l'Atlantique et de la Manche. Tout a commencé le 9 octobre 2025 au large des côtes de la Bretagne, en France, en plein cœur de l'un des réseaux de patrouille et de surveillance les plus denses de l'OTAN. Ce jour-là, une frégate moderne de classe Frem Aquitaine de la Marine nationale française, en patrouille de routine dans la zone, a détecté une anomalie soudaine sur ses radars et capteurs. Un sous-marin russe de classe Kilo Project 636.3, le Novorossiysk, N, était pas sous l'eau mais flottait impuissant à la surface. C était l'aveu du plus grand péché, de la gaffe la plus fatale qu'un sous-marin puisse commettre, la perte totale de sa furtivité. Pour un sous-marin, faire surface, surtout dans l'arrière-cour de l'OTAN, équivaut à un pilote de chasse S éjectant en parachute dans l'espace aérien ennemi. Dans cet instant, vous perdez non seulement l'avantage tactique, mais aussi tout votre mystère et votre honneur. Le commandement maritime de l'OTAN n'a pas manqué cette occasion et a informé le monde de la situation avec des preuves photographiques. La première gifle diplomatique au Kremlin, avec le message « Nous regardons ». C était le premier signe que cette opération ne serait pas seulement militaire, mais aussi une guerre d'information. Lorsque le Novorossiysk a commencé son voyage lent et douloureux, remorqué par le remorqueur russe Yakov Grebelski, une escorte qui était en fait une procession de l'humiliation, s'est formée dans l'Atlantique. La poursuite incessante initiée par les Français a été reprise par une frégate type 23 de la Royal Navy britannique lorsqu'elle est entrée dans la Manche. Alors que le convoi se dirigeait vers le nord, des navires de guerre des marines belges et néerlandaises ont également rejoint cette course au pavillon. Chaque allié a maintenu le sous-marin sous surveillance constante dans sa propre zone de responsabilité. Transmettant immédiatement des données acoustiques et électroniques inestimables au QG de l'OTAN à Bruxelles, puis passant le relais à l'allié suivant. C était un siège parfaitement synchronisé, multicouche et étouffant. Le moment le plus critique du drame s'est produit lorsque le convoi a atteint les détroits danois. Le goulet D, étranglement étroit et stratégique menant à la mer Baltique. C était plus qu'une transition géographique. C était le moment où le Novorossiysk est officiellement entré dans le bassin de l'OTAN, un piège mortel. Et attendant aux portes de ce piège, se trouvait son nouveau chasseur, la Suède. Cependant, le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a porté un coup supplémentaire décisif. Lors d'une conférence de presse à Bruxelles, répondant à la question d'un journaliste, il a résumé la situation par une référence sarcastique au célèbre roman de Tom Clancy, À la poursuite d'Octobre Rouge. Cela ressemble plus à une opération pour trouver le chantier naval le plus proche. Sa force opérationnelle de Méditerranée était autrefois une combinaison de navires de surface, de sous-marins et de navires de soutien. Aujourd'hui, en réalité, il n'y a pratiquement plus de présence navale russe en Méditerranée. Il ne reste qu'un sous-marin russe long et défectueux, rentrant au bercail après une patrouille. Quel changement par rapport au roman de Tom Clancy de 1984, À la poursuite d'Octobre Rouge. Aujourd'hui, cela ressemble plus à la recherche du mécanicien le plus proche. Le rire qui a éclaté dans la salle a envoyé des ondes de choc à Moscou. Cette seule phrase a transformé l'incident d'un échec militaire en une humiliation diplomatique, devenant la risée du monde. L'image d'une marine russe invincible dotée d'une technologie supérieure que Poutine avait méticuleusement construite au fil des ans, a été enterrée dans les eaux glacées de la Baltique à cet instant. Cet incident restera dans l'histoire navale russe comme l'une des plus grandes hontes depuis la catastrophe de Tsushima en 1905 ou le naufrage du Kursk en 2000. Le voyage douloureux et humiliant du Novorossiysk n'est pas un incident isolé ou une série de malheurs. C'est la preuve vivante de l'aile, échec stratégique dont le Kremlin s'est lui-même rendu coupable, sans possibilité de retour en arrière. Car le passage ignominieux du sous-marin Novorossiysk, le long des côtes européennes et en mer Baltique, va bien au-delà d'un simple incident mécanique. Pour comprendre pourquoi cet incident est si important,
Il faut se souvenir du principe le plus fondamental et le plus sacré de la guerre sous-marine moderne. La furtivité. Toute l'existence d'un sous-marin, toute sa puissance et sa dissuasion, reposent sur sa capacité à rester invisible dans les profondeurs obscures et infinies de l'océan. Le silence est son bouclier mortel et son arme la plus tranchante. Or, un sous-marin remorqué impuissant pendant des jours à la surface a perdu son avantage le plus fondamental, son âme même. Cette situation a ouvert la porte à une véritable mine d'or d'informations pour les agences de renseignement de l'OTAN. Dans des conditions normales, les agences de renseignement occidentales auraient besoin de milliards de dollars de ressources pour collecter une fraction de la signature acoustique d'un sous-marin russe de classe Kilo. Cette empreinte acoustique unique est générée par son moteur, son hélice, ses unités d'alimentation auxiliaires et même l'eau circulant dans ses conduits. C'est un effort extrêmement risqué qui donne souvent des résultats incomplets. Pourtant, le Novorossiysk offre maintenant tous ses secrets à l'OTAN sur un plateau d'argent, telle une expérience de laboratoire en direct. Avec les bruits qu'il produit à différentes vitesses, dans différentes conditions maritimes et à différents régimes moteurs. Finalement, les systèmes sonars les plus sensibles à bord des navires suédois ont enregistré chaque décibel, chaque fréquence, chaque vibration, émise par ce sous-marin. Ces données ont été instantanément téléchargées dans les vastes bibliothèques acoustiques de l'OTAN et analysées par des algorithmes d'intelligence artificielle. Le résultat ? Non seulement le B-261 Novorossiysk, mais tous les sous-marins de classe Projet 636.3 de la marine russe sont désormais beaucoup plus faciles à détecter lors de toute opération future. La cape acoustique qui en faisait des tueurs silencieux ou des trous noirs dans l'océan a été brisée. L'ours russe a été aveuglé de façon permanente. C'est une perte stratégique colossale qui aura des répercussions non seulement aujourd'hui, mais pendant les décennies à venir, et elle est irréparable. Merci d'avoir choisi de nous suivre.